Et il y a des gens qui y travaillent et qui aiment ce qu'ils font, et ça c'est très agréable. On n'est pas toujours très gai quand on va travailler, mais eux oui. Aujourd'hui avec Jérôme Laverny. Ça va, Jérôme? Bonjour, Ça va Cécile, bonjour Philippe. Ah, vous avez fait, je sais pas, vous étiez dans votre jardin ce week-end, ou vous avez des points soleil, ou je sais pas, vous aviez un abonnement, vous l'avez fini? Oui, bien sûr, j'ai fini l'abonnement, ça y est, on jardine. Voilà. On peut reprendre une activité normale. Oui, mais ça c'est le beau soleil de la Creuse, et évidemment que passe sous silence notre cher Rémi André. C'est vrai, trop peu. En tout cas, on est ravis de vous retrouver, cher Jérôme, avec de beaux métiers, et au sommaire de cette émission, justement, ces métiers de la viande qui recrutent à tour de bras. Les artisans bouchers comme les métiers de bouche n'échappent pas à ce secteur qui peine à recruter, malheureusement, au premier rang desquels les métiers de la viande, avec néanmoins des formations et des parcours d'excellence. Nos invités ce soir pour en parler, David Campagne est avec nous, directeur de l'École nationale supérieure des métiers de la viande, et un très joli parcours avec Alexandre Botte de la boucherie Médium Rare à Paris. Des parcours d'excellence également dans la poissonnerie. Championne de la Coupe du Monde des écaillés 2020 et fraîchement décorée du titre de meilleure au viré de France poissonnier écaillé. Ça fait 2 semaines. Sonia Bichet est avec nous ce soir, non seulement pour parler des recrutements de la maison Vanham, mais pour illustrer le fabuleux destin professionnel que peut réserver encore la gastronomie française. Et puis le bistrot, restaurant, temple de la gastronomie et aussi de l'emploi, bien sûr, véritable institution de la vie française. Si les bistrots, restaurants continuent d'être un lieu de convivialité, au-delà de bien manger, on parle, on rit, on danse, on travaille parfois et souvent même. Et les clients sont bien plus nombreux que les candidats pour y travailler, et c'est bien dommage. Alain Fontaine est avec nous, président de l'association des maîtres restaurateurs et propriétaires du bistrot-restaurant Le Mesturet à Paris. Le vin, véritable étendard de la gastronomie française. Les métiers de la gastronomie sont aussi des métiers d'extérieur, des métiers saisonniers comme les légendaires vendangeurs et tout simplement producteurs de vin. Christophe Avy, viticulteur dans le Lot-et-Garonne, nous expliquera comment il appréhende l'organisation et les recrutements de la prochaine saison qui approche. C'est les vraies voix de l'emploi. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et Jérôme Laverny, c'est un sujet très intéressant parce que on parle beaucoup d'artisanat, et là on est vraiment dans l'artisanat avec les artisans bouchers, les artisans poissonniers, avec aussi des restaurateurs aujourd'hui. Ces métiers qu'on dit qui sont en tension, et pourtant ce sont des métiers qu'on aime faire. Oui, tout à fait. Alors dans la foulée, un petit peu de notre émission de la semaine dernière, on va parler aussi beaucoup de patrimoine, puisqu'il est question de considérer que la gastronomie française est un fleuron de l'économie, on l'a dit en introduction. Eh bien, voyons-le et voyons comment aussi on peut persévérer à reproduire les formations qui sont nécessaires. C'est un secteur aussi qui est très intéressant parce qu'il parle aussi d'emplois saisonniers. Et Dieu sait combien l'année dernière ces emplois saisonniers ont été problématiques. Il va falloir qu'on en parle. C'est un secteur aussi qui est intéressant dans la communication des métiers, trop peu connus ou parfois sans doute un peu négligés, ces métiers méprisés pour certains d'entre eux. Il faut résoudre ce problème-là à grands pas, et on a 2 personnes qui ont 2 parcours absolument génialissimes ce soir. C'est ça la clé en fait. C'est montrer à un jeune et à ses parents des personnes inspirantes. Oui, voilà, qui constituent des modèles et des modèles d'excellence, et pas pour faire bonne mine et par politesse politique d'agiter le mot d'excellence. Voilà, pour toutes ces raisons-là, eh bien, ce secteur est fabuleusement passionnant, indépendamment du fait d'être fondamental. Mais vous êtes fâché là ou pas? Non, vous n'êtes pas fâché. Vous êtes content quand vous parlez comme ça? Oui, j'ai rien fait. Je m'en veux. Pardon, Rémi André. Je n'en recommencerai plus. En tout cas, vous avez bien fait de les faire venir. David Campagne est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Employeur, bien entendu, la boucherie Médium Rare avec son patron Alexandre Bottom est avec nous aussi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Là, on est vraiment dans le métier de la boucherie, ce qui est plutôt très intéressant. Aujourd'hui, on a lu plein de choses avec Philippe David, et on s'est dit est-ce que ce secteur connaît un problème d'image, peut-être à la base, qui est mal compris, mal véhiculé, et cette image qu'il faut changer. Il faut peut-être sortir des caricatures qui pouvaient exister dans le passé. Voilà, ouais. La profession a engagé beaucoup d'actions pour simplifier le travail et réduire les problématiques de gestes, de posture, de port de carcasse. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui,
on arrive à attirer un maximum de personnes, et notamment des femmes. Alors, il faut dire que l'École nationale supérieure des métiers de la viande, que j'ai moi-même visitée il n'y a pas très très longtemps, est une superbe école. Superbe école. Et quand on entend parfois dans la presse dire « Mais non, ces métiers-là, il y a un problème de formation », ben non, il n'y a pas du tout de problème de formation. On a les écoles, on a les outils pour le faire. Il faut dire aussi, je me permets cette indiscrétion, que Alexandre... Alors, en fait, le nom de la société, c'est Medium Rare, mais en réalité, votre boutique, c'est La Bidoche. Et à côté, il y a un restaurant. La Bidoche. Tout cela s'impose. C'est un ancien financier... c'est une reconversion, c'est ça ? Exactement. Reconversion. Ouais, Alors ça, c'est fondamental. Parcours d'excellence à rebond. On peut se reconvertir et considérer que ce qui peut constituer aux yeux des jeunes qui écoutent et de leurs parents le seul et unique parcours d'excellence. Quand on parle d'études, en France, on parle d'études post-bac, fatalement, systématiquement. Eh ben non, tout d'un coup, quelqu'un qui a travaillé dans les finances de marché public se dit, tiens zut, et si mon bonheur passait par quelque chose infra-bac ? Comment on passe justement de la finance, Alexandre Botte de Toulmont, à la bavette et à l'entrecôte? Très simplement. L'aile ou la cuisse, si vous préférez. Ouais, non, ça me va bien, la bavette, l'entrecôte, l'aile, la cuisse. Très simplement, en fait, un jour, je me suis dit que j'avais fait le tour de mon tir. En tout cas, je ne m'y retrouvais plus. J'avais plus un rapport sain au travail et je me sentais pas à ma place. Et du coup, j'avais envie de faire quelque chose de mes mains. Pour moi, c'est ça qui était important, c'est ça qui me rendrait probablement fier. Et du coup, en regardant un petit peu autour de moi, j'ai eu envie de découvrir la boucherie. Donc, je me suis rapproché de l'ENSMV, je me suis rapproché de bouchers traditionnels, et je me suis dit je vais me lancer, je vais essayer. Vos alternants, appelons-les comme ça, principaux, sont de quelle catégorie? Quels sont les profils qui fréquentent votre école, à l'instar d'Alexandre? On a vraiment tous les profils, du vendeur de magasin jusqu'à l'avocat, à l'architecte, au notaire qui passé la crise de la quarantaine, tout le monde connaît ça, se pose les questions qu'on se pose et il se dit je n'ai pas compris. J'y pas arrivé encore, mais par contre, juste, ce qui est très important à dire, c'est que ça veut donc dire que dans la majeure partie des cas, à l'instar et sur le modèle d'Alexandre, ce sont des reconversions. Donc là, appel au secours à notre gouvernement qui vient de reconduire les aides jusqu'en 2027 à l'adresse des apprentis. C'est formidable, c'est très chouette. Mais pour tous ceux qui envisageraient une reconversion dans votre école ou qui souhaiteraient être recrutés par Alexandre car il recrute un alternant en CQP, donc au-delà de 29 ans, eh bien là, il y a mauvaise pioche. Donc il faut que ces aides aillent au-delà des 29 ans. David Campagne, pendant des années, on avait l'impression que ce métier était un métier de transmission, d'héritage. On se disait de père, de grand-père en père, en fils, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui les choses évoluent, même si ça reste beaucoup comme ça? Non, effectivement, c'est une tendance qui se confirme, mais on voit d'autres modèles comme Alexandre qui ne viennent pas de la viande et qui participent à la transformation du secteur. C'est valable aussi dans la restauration. C'est des profils qui font aussi évoluer le métier. Voilà, parce qu'ils ont une vision complètement différente que ce qui peut être appris en formation initiale en boucherie, et forcément ça amène, je veux pas parler à sa place, mais il a un super concept. Voilà, c'est un concept de boucherie et de restaurant. Alors dites-nous ce concept, Alexandre, c'est important. Moi, c'était mon idée de départ, c'était de dire effectivement il y a moins de gens qui viennent à la boucherie, mais en revanche la consommation hors domicile de viande, elle, se maintient, voire elle augmente. Et du coup, je me suis dit, pour ramener les gens dans la boucherie traditionnelle, un bon moyen de le faire, c'était de les faire manger dans la boucherie. Donc en fait, j'ai créé une boucherie avec un restaurant derrière, mais le restaurant est caché parce que moi je suis d'abord boucher avant d'être restaurateur. Ouais. Donc ce qui est à pignon sur rue, c'est la boucherie. Voilà. Donc nous, voilà, il y a ce côté transmission. On forme des apprentis bouchers. J'ai des apprentis qui ont monté des affaires. J'ai des apprentis bouchers en reconversion uniquement jusqu'à maintenant, et de tous les profils et de tous les âges. Voilà. On parle souvent des problèmes de recrutement pour ces métiers. Vous recrutez facilement? Alors, on a la chance d'être à Paris, on a la chance d'avoir un concept un petit peu novateur et d'avoir une réputation qui est assez importante. Et donc, puis vous êtes sur les deux tableaux, vous. Voilà, exactement. Mais pour la boucherie pure, on recrute. Je dis pas que c'est facile, mais c'est clairement plus simple
je pense, que en province ou dans d'autres métiers artisanaux. Est-ce que ce sont, David de Campagne, justement, ces sujets-là de dire, pour repenser la boucherie aujourd'hui de l'artisan classique, c'est de trouver des solutions, des choses un peu disruptives où effectivement on n'irait pas chez le boucher parce qu'on va certainement, beaucoup vont aller malheureusement dans les supermarchés avec une viande de moins bonne qualité. Mais là, en plus, on a une traçabilité, on sait ce qu'on mange. Tout à fait. Écoutez, après, chacun a sa place dans la société. Donc, celui qui veut se former depuis le plus jeune âge dans la boucherie, on a des solutions de formation dans tous les CFA de France où on peut apprendre la boucherie. Nous, à l'ENSMV, on a une solution spécifique sur la reconversion. Enfin, chacun peut y trouver son bonheur. Ça dure combien de temps, cette c'est une formation qui est assez courte, qui dure 12 mois. Donc, c'est en fait un premier cycle de formation de 6 semaines où, effectivement, notre équipe pédagogique, qui est notamment composée de 3 meilleurs ouvriers de France, leur apprend les gestes basiques. On travaille 300 tonnes de viande à l'année à l'école. Voilà. Donc, voilà. Et les CQP pour apprendre le métier, il n'y a pas de secret. Hein. C'est passer 4 jours sur 5 en labo et puis travailler les carcasses qui, des fois, pèsent plus de 200 kilos. Alors, ce qu'il faut dire encore du fait que les candidats sont principalement des candidats en reconversion, donc d'un certain âge, au-delà de la trentaine sans doute, c'est que donc il n'y a pas les jeunes. Et là, il y a un déficit. Il y a un déficit de communication, il y a un déficit d'estime. Et d'orientation. Donc, à bon entendeur, salut pour les jeunes auditeurs et leurs parents qui nous écoutent. Faites gaffe. Vous pouvez commencer de la finance en marché, je sais pas quoi, et au final, couronner votre carrière en étant boucher parce que c'est un très beau métier et pas simplement dans une perspective de luxe et parce qu'il y a rémunération, je ne sais comment, etc. Non, c'est un métier plus qu'honorable. Et si on a une gastronomie française comme on l'a, eh bien c'est grâce à tout un tas de bouchers éparpillés partout en France. Et ça recrute énormément, c'est très important pour le dire. Vous restez avec nous, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Elle est championne du monde des poissonniers écaillés. Et on est très contente et depuis peu meilleure ouvrier de France. Sonia sera avec nous dans quelques instants. C'est un honneur de vous accueillir tous chez nous ce soir dans les vraies voix. On adore les artisans, quels qu'ils soient, et on les met forcément en lumière tous les mardis avec notre ami Jérôme Lavernier. Restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Lavernier. Si vous voulez vous reformer, si vous voulez forcément changer ou peut-être d'activité professionnelle, on appelle ça la reconversion professionnelle, il y a les artisans. Et les artisans de bouche aujourd'hui qui recrutent énormément. Et l'image de ces artisans de bouche, pas facile à dire, Jérôme Lavernier, est en train de changer. Ça devient quelque chose finalement, on retrouve le savoir-faire français. Je recommande la lecture d'un auteur américain qui s'appelle Matthew B. Crawford, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'éloge du carburateur. Lui aussi, je crois, a été consultant en finance et est revenu à sa passion pour les motos. Oui, il y a à la clé des parcours d'excellence, mais surtout des vies heureuses. Je pense que si on pose à chacun des deux artisans qui nous accompagnent aujourd'hui, et bien sûr au président des restaurateurs, à la clé c'est ça, la conjonction de revenus financiers qui sont complètement honorables, mais il faut simplement qu'on redore l'image à l'idée à la base. Voilà, de ne plus considérer que s'orienter vers le professionnel, comme on disait à l'époque et on continue à le dire, est un échec. Ah non, au contraire. On a autour de la table de fabuleuses réussite. Et alors attention, là où l'équipe de France, désolé Philippe, n'a pas su être championne du monde de foot, eh bien, nous avons su être championne du monde avec nous. C'est ça. Ouais, c'est ça. Championne du monde des poissonniers écaillés et depuis peu meilleur ouvrier de France. Sonia, merci d'être avec nous ce soir. Alors c'est doublement génial de trouver une femme poissonnière, si je puis dire. Ça démarre d'où ? Est-ce que ça vient d'où ? Parce que l'intérêt c'est de comprendre votre parcours et pourquoi tout à coup vers ces métiers de bouche. Mais moi j'ai eu la chance d'être du coup en terminale S, de commencer la poissonnerie en job étudiant. Ah oui. Donc j'ai fait mon bac S, j'étais prise en fac de droit mais j'étais pas très scolaire et j'ai eu une passion qui est venue pour la poissonnerie. Et du coup, je me suis lancée et j'ai fait un bac pro poissonnier cahier traiteur au lieu d'aller à la fac. C'est génial. Ce qui veut dire que nos auditeurs utilisez les jobs étudiants, les jobs d'été, l'immersion. Oui, pour faire des petits tests par-ci, par-là, de métiers que vous ne connaîtriez pas, simplement pour toucher la réalité, en fait, le côté pratique. Et justement, la vocation est venue en job d'été et vous êtes lancé, après vous dites je fais la formation, mais il y a plusieurs niveaux, il y a poissonnier écaillé. Expliquez-nous. Oui, du coup moi je suis entrée au CFA de Rungis, donc j'ai fait un bac pro poissonnier cahier traiteur en 2 ans. J'ai été meilleure apprentie de France en 2015 et ça m'a lancée dans la compétition et dans les voyages. Et j'ai jamais arrêté et je suis très contente de faire ce métier-là. Meilleur apprenti de France, meilleur ouvrier de France.
championne du monde. Oui. Il n'y a pas une vous reste compétition quoi avec les Martiens pour gagner quelque chose. Je sais pas, on va la créer. Ça donne envie justement à ces filières d'ouvrir à des jeunes filles, des jeunes femmes comme vous, justement de s'ouvrir dans ces métiers qui étaient plutôt assez masculins à la base, et on voit que ça s'ouvre, hein. Même la boucherie dont on parlait il y a quelques instants, ça s'ouvre, ça s'élargit effectivement du côté féminin. Ça s'ouvre, c'est encore un petit peu dur, mais on en a besoin. Oui. On a besoin de jeunes, on a besoin de femmes aussi dans ces métiers-là, parce que je pense que ça apporte quelque chose. Mais c'est vrai que moi, la jeune fille de 17 ans, j'aurais jamais cru avoir ce parcours, et j'en suis ravie, et je pousse les jeunes à venir dans l'artisanat, parce qu'en fait, l'artisanat, c'est une grande famille, et ça a des valeurs, et je pense que c'est important. Il y a des problèmes de recrutement, c'est pas toujours facile de recruter en boucherie, parce que pas facile. C'est la même chose pour la poissonnerie, écaillée, etc. Ouais. Plus compliqué ou moins compliqué? Vous Plus pouvez compliqué, y aller, hein. Vous êtes, vous vos pouvez micros parler, sont hein. ouverts, Je pense que David c'est plus Alexandre. compliqué pour les poissonniers. Ouais, je pense, mais parce qu'on n'a Et pas pourquoi encore cette image. La boucherie commence à avoir cette image un petit peu jeune, avec des meilleurs ouvriers de France qui ont pris la parole. Nous, en poissonnerie, ça arrive, tant mieux. Là, on est 4 élus meilleurs ouvriers de France, on est 4 jeunes. Donc j'espère qu'on va pouvoir attirer aussi la jeunesse dans nos métiers. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à recruter, Sonia, malgré les salaires. aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Oui. Ou vous travaillez chez quelqu'un? Je travaille chez Arnaud Voham, donc meilleur ouvrier de France, chez qui je me suis entraînée pour le concours, et à côté j'ai ma société de consulting et d'événementiel. D'accord. Et il n'est pas question que vous ouvriez demain Une poissonnerie à votre nom? Si, mais là je compte partir voyager un petit peu pour D'accord. apprendre toutes les cultures, ouvrir des chemins et revenir plus enrichi. Est-ce qu'il y a un savoir-faire français dans la poissonnerie écaillée, comme il y a un savoir-faire dans la viande? On parlait en off des races de viande française. Là, bon, la pêche, c'est quand même complètement différent. Est-ce qu'il y a un savoir-faire des Français, comme il y a un savoir-faire des chefs français en cuisine? Ah mais complètement. Parce que vous avez plein de drapeaux autour du col, français, japonais, italien, américain, canadien. Ouais. On fait le tour du monde en voyant votre col. Non mais bien sûr, mais pour la viande on parle de terroir, pour la mer on parle de merroir. On a plein d'océans, on a plein de mers, on a plein de côtes. Donc évidemment on a des poissons ici en France qu'on n'aura pas ailleurs. Et on a une façon de la travailler qui est assez différente. On s'est aussi inspiré un petit peu du Japon. On prend des inspirations, mais on a vraiment notre technique de travail. Et c'est pour ça que je décide d'aller voyager, c'est pour aller apprendre et voir ce que font les autres, pour pouvoir comparer et rapporter ce qu'il y a à rapporter. David Campagne, quand on voit les Top Chefs, toutes ces émissions aujourd'hui qui ont redoré forcément l'artisanat de bouche, hein, qui ont permis de montrer que c'était des métiers et qu'ils étaient très attractifs, est-ce que ça aide finalement à une jeune génération de dire finalement moi j'ai envie de devenir cuisinier, j'ai envie de devenir poissonnier, j'ai envie de devenir boucher? Est-ce que vous sentez qu'il y a un élan? Écoutez, je vais vous parler franchement. Non. Oui, pardon. Bon, voilà. Non, oui, bien sûr. Après, voilà, c'est très bien, mais ce qui compte, c'est la présence des candidats qui choisissent ce métier 5 ans, 10 ans après. Voilà. Est-ce qu'on a des stats là-dessus? Je suis pas sûr que tous ceux qui choisissent ces métiers-là par ces émissions sont encore dans le secteur 5 ans ou 10 ans après. Ah d'accord. Parce que, voilà, c'est mon avis personnel, hein, je vous le donne. Oui, parce qu'il y a quand même une réalité de travail. Il faut travailler, que ça prend du temps. Oui. Les salaires au début ne sont pas toujours très mirobolants, Sonia, mais en tout cas, il faut que ce soit vécu comme une passion. Ah, ça c'est sûr, c'est une passion. Après on a la chance, en tout cas nous en poissonnerie, oui il y a des clichés, ils sont vrais. Je sais que je vais être fatiguée, je sais que je vais avoir froid, je sais que je vais sentir le poisson, mais je trouve qu'une fois qu'on sait ce qui va pas dans notre journée, on peut faire que aller. Et puis, la fatigue n'est pas forcément une maladie. Il y a plein de gens qui la pratiquent dans les salles de sport. Ouais. Et qui pratiquent la pénibilité dans les salles de sport, qui vont payer pour se donner des shoots de pénibilité. Oui. Donc, C'est plus fatigant de s'ennuyer. voilà, c'est ça. Sonia, c'est une question qu'on se pose. C'est quoi la qualité d'un bon poissonnier écaillé? C'est le Ouais, produit ouais. Oui, c'est savoir Ouais, sélectionner c'est- le produit, c'est quoi? Je pense que c'est l'amour du Parce que produit. les bouchers, ils vont sélectionner les bêtes au champ. Comment est-ce qu'il fait un bon poissonnier écaillé? On sélectionne avec nos pêcheurs et je pense que il faut pas rompre la chaîne de l'artisanat et de la passion. C'est-à-dire qu'on a des pêcheurs qui se lèvent, qui pêchent bien, il faut qu'on fasse attention à notre poisson et il faut qu'on explique à notre client comment le cuisiner. C'est comme la viande. Vous choisissez la bonne viande, vous la préparez de la bonne façon et vous donnez les bons conseils. Et là, on a une chaîne qui est parfaite. On est finalement que des intermédiaires en fait, nous, entre celui qui fait le produit, c'est-à-dire l'éleveur, et notre métier, c'est d'apporter ça en fait aux consommateurs. Oui, quoi. c'est une vitrine, c'est une Ouais, vitrine du exactement. savoir-faire français. Et avec du recul, Alexandre, vous dites que c'est dommage d'avoir perdu autant d'années, peut-être, en ayant fait ce que vous ayez. Pas vraiment, je regrette pas. Moi, j'ai voyagé, j'ai fait d'autres choses.
J'ai été le client en fait de l'établissement que j'ai créé. Donc non, je pense que ça m'a donné une autre vision. Après, j'ai énormément de respect aussi pour le métier, ce qui m'a apporté, comment j'ai été formé et tout. Et je trouve que c'est vraiment l'association de ces deux parcours qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis hyper heureux dans mon métier et que j'aime former des gens tous les jours, quoi. Oui, c'est ça, l'immersion dont on parlait tout à l'heure et l'importance justement de ces jeunes d'aller dans les entreprises et de faire des jobs d'été. C'est ce que nous disait Sonia. Oui, votre question elle est fondamentale parce que c'est pas faux. Non mais si, elle est fondamentale parce qu'en réalité, ce que dit Alexandre, c'est qu'il regrette pas son premier parcours, c'est pas un échec en fait. Et en fait, il faut concevoir l'orientation sur ce modèle-là. Non, vous avez posé la question. Est-ce que vous regrettez ou est-ce que non, je me suis mal exprimé de dire finalement d'avoir changé si tard en fait. Oui, jeune, mais est-ce que la première étape était un échec, etc. Non, en fait, c'est très passionnant de concevoir la vie comme un roman avec différents chapitres et pas le même tout au long de la première page à la dernière. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire que au moins il a choisi sa voie, il avait une première voie et c'est vrai que la reconversion, c'est peut-être une bonne initiative et une jolie voie pour les métiers de bouche, parce qu'on est plus serein et on sait plus que ce dont on a envie. Oui, et sans parler de sens du travail, parce que le sens du travail parfois n'a pas de sens, si ce n'est que celui qui nous a été exposé ce soir. Et vous savez de quoi j'ai envie là ? De partir en pub. De toute façon, j'ai pas le temps. Allez, on reste ensemble jusqu'à 20h et on a encore plein de choses à vous dire avec Jérôme Laverny et Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Alors, on vous parle depuis depuis 19h, de métiers de bouche, d'artisans de bouche. On a parlé de la boucherie, on a parlé de la poissonnerie. Ils sont toujours bien entendu avec nous, mais pour ça, il faut aller les déguster quelque part. Et on va les déguster dans une institution de la vie française, les bistrots restaurants qui candidatent aujourd'hui au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO pour en être lauréat. Alain Fontaine est avec nous. Merci d'être là ce soir. Vous êtes président. Et c'est un secteur aussi forcément qui recrute énormément, le secteur du bistrot. On cherche des chefs, on cherche des serveurs, on cherche plein d'expertise. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est aussi un petit peu à la peine. On est un peu à la peine, on cherche beaucoup parce que le Covid est passé par là et il y a eu un rapport au travail qui a bien changé et pourtant c'est des métiers extraordinaires, c'est des métiers de passion, vous l'avez dit tout à l'heure, la restauration en est un aussi et il y a un rapport au travail qui est différent avec effectivement les soirées, avec les coupures, on essaie de les éliminer petit à petit, c'est-à-dire que notre travail d'entrepreneur, aujourd'hui, c'est de rendre notre métier le plus attractif possible. Alors, première des choses, c'est qu'effectivement, on a un problème avec l'éducation nationale, c'est qu'ils ont trop considéré que nos métiers étaient des voies de garage. Alors que c'est une voie royale, et que l'escalier social, parce que j'aime pas l'ascenseur social, l'escalier social, il est très important chez nous, et comme le prouve Alexandre ici, il est rapide, on peut avoir des chefs d'entreprise à 26, 27, 28, 29 ans, et qui gagnent plutôt bien leur vie. C'est quand même, quand vous divisez par le nombre d'heures, ça reste le SMIC, mais à la fin, c'est quand même du beau travail. Et puis après, c'est des métiers qui sont des preuves d'intégration, parce que là, forcément, on a des gens qui ont réussi, mais bien entendu, tous les restaurateurs ne vont pas réussir. Par contre, ils vont s'intégrer. C'est des métiers, la restauration, qui cassent la rupture sociale, la rupture familiale, l'échec scolaire, parce que quand vous êtes en échec scolaire et qu'on vous dit que vous êtes mauvais pendant 10 ans, et puis d'un seul coup, vous réussissez dans le métier que vous avez choisi, c'est formidable. Ouais. Donc c'est des métiers extraordinaires, mais il faut, nous, en tant qu'entrepreneurs, les rendre attractifs. Et ça, c'est un gros boulot. Déjà, peut-être, pardon. Oui, sans indélicatesse à l'adresse du métier d'avocat, qui, lui, est très prisé dans l'esprit des jeunes. Des avocats qui ne se détestent pas, qui aiment à laisser pendre comme ça la robe derrière une voiture ou juste nonchalamment sur un sac pour qu'on voit bien qu'ils sont avocats. On a quand même deux personnes qui, sur le plateau... Oui, c'est méchant, c'est très bas. Oui. Mais on a quand même deux personnes qui, sur le plateau, sans qu'on leur ait demandé, et ont mis un uniforme dont ils sont fiers. Ouais. Et la fierté, c'est chouette parce que ça permet de bien se lever le matin. Et ça, chapeau bas, parce que il n'y a pas eu de demande et il n'y a pas eu de quoi que ce soit en fait. Mais c'est une très belle image en tout cas. En tout cas, on a toujours peur que les gens s'ennuient dans leur métier. C'est ce qu'ils disent, la redondance du métier, ce qui n'est pas le cas avec vous, parce que quel que soit votre métier, d'ailleurs, le lien avec le client déjà est primordial, j'imagine. Et qui a dans ces métiers, plein de métiers aussi.
Il y a plein de métiers et surtout plein de rencontres. On est quand même des métiers où on fait plaisir aux gens. C'est très rare que quelqu'un sorte sans le sourire de chez nous. Alors on s'est raté quelque part, ça peut arriver. Mais c'est des métiers où on donne beaucoup, on donne beaucoup de passion. Moi je vous le dis. On donne beaucoup de passion et cette passion, on arrive à la transférer, à l'offrir aux gens. Par contre, on reste quand même des métiers parce que c'est des métiers qu'il va falloir mieux payer, en particulier pour ceux qui travaillent le week-end, qui travaillent le soir. C'est des métiers de saison pour nous en restauration et il va falloir quand même refaire le nourri, logé, blanchi parce que quand vous êtes étudiant et que vous voulez faire un job sur une côte prisée, vous pouvez même pas vous payer le loyer. Donc soit que vous dormez dehors et que vous travaillez le soir ou soit que vous dormez à 5 dans la même chambre. C'est pas possible. Ça c'est absolument fondamental. Il y a eu un échec l'année dernière sur les saisonniers. Il est temps que les gouvernants comprennent que s'ils veulent redynamiser l'emploi, il faut aller sur le terrain et entendre ce genre de commentaires et ne pas laisser des tarifs de train si chers, modulables, suivant les saisons, parce que c'est pas possible. Des blablacars qui se disent de l'économie sociale et solidaire et qui arrivent à faire des coûts aussi chers que des billets de train. Il faut accompagner ces emplois saisonniers. C'est pas si compliqué que cela. Et puis autre commentaire. On parle beaucoup encore une fois de sens du travail. Eh bien oui, dans l'esprit d'un jeune, parfois, le serveur, c'est un service, donc c'est une boniche. Voilà comme la représentation qui parfois figure. Alors c'est horrible dans ce que je dis, mais c'est néanmoins ce qui existe dans l'esprit parfois de beaucoup de jeunes. Or, on a à la clé là, la possibilité, pourquoi pas en étant serveur, de se préparer une carrière commerciale, parce qu'on a exactement les mêmes compétences qui sont développées. Quelle serait la solution pour les saisonniers, pour les problèmes d'hébergement, où là c'est pharaonique en termes de prix dans les stations balnéaires? D'abord, il faut voir les strates territoriaux, à savoir les régions, les départements et les municipalités, les communes, pour qu'elles investissent dans ce qu'on appelle en Angleterre des staff house. Est-ce que dans les villes balnéaires, des maisons pour le personnel qui puissent être accueillis. Ça, c'est une première chose. Et puis, il faut un vrai contrat dans lequel vous allez avoir des points pour la retraite. On en parle parce qu'il y a des étudiants qui ont commencé à 16 ans et qui aujourd'hui ont la retraite à taux plein. Il faut qu'ils aient des contrats qui tiennent la route, mais aussi avec une baisse de charges sociales parce qu'ils sont étudiants, parce qu'ils sont saisonniers. Et puis, pour les saisonniers, surtout les conserver toute l'année. C'est-à-dire qu'ils aient un chômage comme les intermittents du spectacle. Oui. Eh bien, c'est pareil, les saisonniers dans la restauration, c'est aussi des intermittents, mais de la restauration. Il ne faut pas réduire nos métiers à des métiers effectivement de boniche, de serveur. Nous sommes de beaux, de grands métiers. Il n'y a pas que des vedettes, il n'y a pas que des gens qui réussissent. Il y a une équipe de France de football qui est presque championne du monde, mais il y a plein de gens qui jouent au football en France. Eh ben, le métier de la restauration, de la cuisine, vous avez des mofs, on en voit, vous avez des gens extraordinaires, puis vous avez plein de gens qui font ce métier-là. Eh bien, ces gens-là, faut pas les oublier, et il faut leur donner l'envie d'avoir envie de faire ce métier. Et ça, c'est possible. Il y a encore une autre solution pour les saisonniers. Saison, ça veut dire quoi? 4 mois à peu près l'été, 5 mois, 6 mois, 4 mois? Voilà. Et puis les périodes intermédiaires. Ça veut dire qu'il y a une piste énorme d'alternance. Au lieu de faire une alternance linéaire de septembre à juin, on a largement la possibilité de faire des périodes terrain qui correspondent aux saisons touristiques et dans l'intervalle, de former les gens. On va faire un tour de table avec vous, Alain Fontaine. Quel métier vous recherchez aujourd'hui? Quelle expertise vous recherchez aujourd'hui? Alors, c'est pour ceux qui nous écoutent. C'est surtout les serveurs, bien évidemment, les plongeurs, et puis sur certaines côtes, c'est les cuisiniers. Donc serveurs, plongeurs, et sur certaines côtes, enfin sur la plupart des côtes françaises, et les villes balnéaires, ça va être vraiment les cuisiniers. Alexandre, vous, est-ce que vous recherchez du monde? On recherche alternant en boucherie et serveur. Donc serveuse, évidemment. Bien sûr. Oui. Et Sonia, chez vous? Nous, du coup, à l'international, les écaillés, donc spécialisés dans les fruits de mer, et en France, beaucoup de poissonniers. Et si le sens du travail n'était pas qu'un sens du travail? On a des gens ici, donc, qui sont dans la capacité de faire plaisir autour d'eux. Or, on peut commander sur Internet un repas, on peut acheter une viande sous cellophane dans un centre commercial, et de la même façon dans une poissonnerie, mais quand on la fait soi-même, et quand on la prépare soi-même, et je le dis avec d'autant plus de certitude que moi, je ne sais pas le faire,
faire, eh ben, ça fait drôlement plus plaisir en le donnant aux autres. Ça, c'est un sacré sens. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est de se passer aussi par ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire que Alexandre ou Sonia ou vous, Alain, vous avez une histoire à raconter et quand vous la racontez à l'antenne, forcément, on a envie de vous suivre. C'est ça aussi peut-être de renouveler le genre, David Campagne, de se dire de renouveler le genre justement sur des gens qui trouvent des moyens de donner une image intéressante et appétissante de ce métier. L'école nationale dépend de la Confédération de la boucherie, le syndicat patronal, qui a compris depuis une dizaine d'années que pour trouver des candidats, il faut en parler le mieux possible. Ouais. Là, pour la première fois de l'histoire, on vient d'avoir une meilleure ouvrier de France femme. Voilà, c'est la première fois de l'histoire. Elle va être titrée officiellement dans 15 jours en même temps que toi. On va pouvoir communiquer. Avant Sud Radio, là, combien de radios avez-vous fait avant Sud Radio? Moi, c'est ma première. Ah ouais. Voilà, ça, vous pouvez pas tomber mieux. Non, je sais. Alors, ça, c'est très embêtant. Ça, c'est très embêtant que l'emploi et la formation soient si peu traités, parce qu'il y a une demande souterraine et des gens, des parents, des jeunes, pour que précisément ils puissent connaître ces parcours. Et puis on vous rappelle aussi que tous ces bouchers, poissonniers, en tout cas de bistrots, ils redynamisent nos centres-villes, donc en tout cas dans les petites communes, et on aimerait bien les voir revenir. Ça, c'est sûr que ça nous éviterait de prendre nos voitures et d'aller dans les supermarchés. Vous restez avec nous, on fait une petite pause. Elle est en colère, Madame de Ménébus. Ouh là là, elle est en colère. On revient dans un instant avec la suite de ces beaux métiers de bouche, des artisans comme on les aime. Et c'est sur Sud Radio que ça se passe. C'est dans les vraies voix avec Philippe David et Jérôme Laverny jusqu'à 20h. Et avec Jérôme Laverny, on parle d'artisanat, d'artisans bouchers, d'artisans poissonniers et aussi de ces bistrots-restaurants. On va partir à Buzet dans quelques instants, mais bistrot-restaurant avec Alain Fontaine. Vous candidatez au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO, français bien entendu. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que pour que ça passe, forcément, il faut qu'on puisse voter, il faut qu'on puisse vous aider, il faut qu'on puisse donner des petits sous-sous pour que tout ça arrive. Et comment ça se passe ? Alors, cette association des bistrots et pour la reconnaissance en tant qu'art de vivre des bistrots et cafés en France, on va la présenter, effectivement, la fiche d'inventaire sera présentée mardi. On espère que ça va passer. On a été blackboulé déjà 2 fois, mais on espère que ça va passer. Et effectivement, on a aussi un site où vous pouvez venir nous voir, bistrot et café de France.org, bistrot et café de France.org. Et c'est important parce que les bistrots, les cafés, c'est l'art de vivre à la française, c'est tout ce qu'on nous envie dans le monde entier. C'est un ancrage, c'est un catalyseur de sociabilité. Et sans ces bistrots, beaucoup de choses ne se seraient pas réalisées en France. Les gens se rencontrent, se croisent. On s'apaise aussi dans un bistrot. Et Balzac disait aussi que c'était le Parlement du peuple. Napoléon III les avait interdits au Palais Royal parce que c'est là où on causait beaucoup trop politique. Mais un bistrot et un café, c'est la vie. Dans les villages, ils ont pratiquement tous disparu. Et juste quelques chiffres, 500 000 bistrots en France en 1900, 450 000 en 1945, 200 000 en 1960, et aujourd'hui, on est moins de 40 000. Un bistrot et un café, c'est un zinc, c'est un comptoir, avec des gens qui peuvent consommer à toute heure, boire. C'est de l'humain. Quand vous rentrez dans un bistrot, vous faites un acte social. Vous venez pas pour boire un café ou un verre de vin. Vous faites un acte social parce que vous avez besoin. Vous pouvez être seul ou ensemble, et c'est un briseur de solitude. Nous sommes les premiers concurrents des psychologues et des psychiatres et des pharmaciens pour les antidépresseurs, parce que c'est vrai que quand vous allez au bistrot, vous vous sentez bien, et c'est pas l'alcool qui vous sentez bien, vous vous sentez bien parce que vous rencontrez des gens, des vrais gens. Et puis il y a une notion de famille, et c'est ce qu'on retrouve un peu dans l'artisanat français. Et on part dans le Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne avec Christophe Havy qui est avec nous, producteur de vin de Buzet dans le Lot-et-Garonne. Bonsoir. Effectivement, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, sur cette table, il nous manquait forcément du vin. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, c'est important. Mais ça reste le vin, forcément, le vin français surtout. Et vous y connaissez mieux que moi, Philippe David. C'est quand même, c'est du terroir. Effectivement, c'est l'artisanat aussi, et c'est la France. Bonsoir à tous, enchanté de participer à l'émission. Alors le vin, c'est un terroir, c'est la France, le vin. On parlait des artisans, bouchers, poissonniers, bistrotiers. Parlez-nous du vin, c'est une passion quand on se lance dans le vin, comme quand on se lance dans la boucherie, ou dans la poissonnerie, ou dans la restauration? C'est une passion, oui. Vu les contraintes économiques et climatiques qu'on a en ce moment, c'est vraiment une passion. Et vous êtes viticulteur depuis combien de temps? 32 ans. 32 ans. C'était une exploitation familiale, ou vous vous êtes lancé, vous l'avez racheté? Comment ça s'est passé?
Mes arrière-grands-parents sont arrivés d'Italie en 1923. Oui, il y a un et siècle. puis voilà, c'est transmission familiale de génération en génération. Alors, quels sont vos besoins de recrutement en ce moment? Parce que les métiers du vin, c'est très vaste. Là, on a fini la taille pendant l'hiver. Ça commence, on voit les grappes maintenant, mais qui sont encore vertes. Parce que Buzet, vous faites à 95% du rouge, je suppose. C'est ça. Quels sont les métiers? Parce que ça recrute beaucoup. Ça peut être sommelier. On connaît bien un meilleur sommelier du monde, Philippe Forbrac, qu'on a tous les week-ends sur Sud Radio dans Invino. Parlez-nous de tous ces métiers, parce que c'est très vaste. Ça va jusqu'au restaurant. Ou pour les vendanges, oui. Alors, en ce moment, on cherche du monde pour le relevage. En fait, c'est pour glisser les sarments entre des fils de fer pour faire des rangs bien droits pour pouvoir passer pour travailler au milieu. Mais c'est très compliqué. On est obligé de faire appel à la main-d'œuvre étrangère parce qu'on ne trouve pas sur place, quoi. Et pourquoi on ne trouve pas? Parce que les métiers sont durs. Le matin, il peut y avoir de la pluie. L'après-midi, il fait 30 degrés ou 35 degrés. Et les gens ne veulent pas venir travailler. On a des saisons très courtes. Il faut récupérer 7 à 8 personnes sur 3 semaines ou un mois. Et à part le bouche à oreille ou des groupements d'employeurs, on n'arrive pas à recruter, quoi. Et vous cherchez combien de personnes aujourd'hui? Alors en ce moment, j'ai une équipe de 6 personnes. Avec qui sont employés chez moi, et puis après j'ai un prestataire de service qui me fournit 5 à 6 personnes selon le besoin pendant 2 ou 3 jours sur les périodes de coups de bourre. D'accord. Et vous avez également un maître de chai. Comment ça se passe? Il n'y a pas que la vendange et que l'entretien des vignes. Vous travaillez avec qui? Quelles autres professions? Après j'ai 2 employés permanents qui sont dans les vignes et dans le chai. Oui. Et après j'ai 2 autres employés qui sont une au commerce et une à l'administratif. D'accord. Alain Fontaine, quand vous entendez, vous proposez du Buzet dans votre restaurant au Mesturet? On propose également du Buzet, on propose des vins du Suez. Le Buzet est un très bon vin, mais qui est redevenu un peu méconnu à Paris parce qu'il a eu vraiment, dans les années 90, vraiment un véritable engouement vers le Buzet. Et je pense que les commerciaux doivent faire à nouveau rentrer le Buzet dans les restaurants. C'est une vraie belle découverte, le Buzet. Et ça va avec beaucoup de choses. Jérôme Laverny, pardon Philippe, les vendanges, forcément, moi j'en ai fait. Enfin, il y a plein de gens qui en ont fait. C'était, il y a un côté. Alors oui, effectivement, c'est dur parce que il l'a dit. Il fait souvent très chaud, mais il y a une ambiance particulière. C'est à ces petits jobs saisonniers. Oui, c'est pas plus dur forcément que de faire le GR20 en Corse, par exemple. Donc au final, on pratique la dureté à géométrie variable. Alors c'est dommage quand même qu'il n'y ait pas plus de dispositifs, encore une fois, pour accompagner ces petits employeurs. Hein. On est sur des petits employeurs qui n'ont pas de DRH. Donc quand ils ont besoin de quelqu'un, il faut qu'ils le trouvent vite. Monsieur Avi dit, moi je prends un prestataire parce que voilà, il faut que j'ai quelqu'un pour la semaine prochaine. Je peux pas me prendre la tête, aller chercher pendant des... C'est dommage aussi qu'on entende... Alors c'est pas de chauvinisme là-dedans, mais on parle d'allocataires du RSA, le France Travail va être mis en place par le gouvernement. Ça n'est pas 15 à 20 heures de travail auxquelles vont être contraints les gens, bien sûr. Mais on pourrait très bien imaginer qu'il y ait une aide pour qu'il y ait des gens qui, pendant 3-4 mois, gagnent un petit peu plus, en fait. Et dans un contexte hyper sympa, comme le Lot-et-Garonne, dans lequel ils n'ont peut-être pas forcément l'occasion de ne serait-ce que partir en vacances. Et ce serait si simple à organiser. Oui, c'est vrai. Christophe Avi, le vin français, il avait il y a 30-40 ans la réputation d'être le meilleur vin du monde. Sa réputation est encore forte. Vous vendez vos vins uniquement en France ou également à l'étranger? Alors j'en vends 50% à l'étranger. Ah bravo. Oui, c'est depuis en fait ça s'est décanté pendant le Covid où on a trouvé un marché aux États-Unis, un peu en Allemagne et voilà. Pour revenir sur l'emploi, on avait l'impression que les viticulteurs, dans la jeunesse, finalement, les saisonniers revenaient assez souvent parce que c'était une famille, comme une caravane qui se retrouvait tous les ans au même moment. C'est fini ce temps-là? Alors cette année, on a eu un peu de mal, mais c'est vrai que pendant 4 ou 5 ans, on a eu une équipe d'Italiens et d'Espagnols qui venaient tous les ans, qui étaient hébergés, qui menaient un camion, qui étaient logés sur nos terrains, où on leur mettait à disposition des douches, de l'électricité, des frigos, des cuisines. Et c'est vrai que on faisait des repas en fin de saison. C'est vrai que c'est très intéressant et c'est très enrichissant de pouvoir échanger avec ces travailleurs étrangers.
Mais qu'est-ce qui a changé si vous nous dites que ça n'est plus le cas? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, les gens, ils ont vieilli, ils ont trouvé des boulots dans leur pays où ils se sont mariés, puis après, voilà, l'évolution de la vie, quoi. Oui, comme quoi c'est très compliqué, Jérôme Laverny, aujourd'hui, pour attirer du monde. Et il faut encore une fois, c'est un problème d'image. Plutôt que de dire, bah voilà, avec vos copains, vous partez faire les vendanges, c'est très sympa, vous êtes logés, vous passez un bon moment, vous êtes payés, et puis après, vous pouvez partir en vacances. C'est immanquablement un problème d'image, de communication, d'où le fait que cette humble émission soit si précieuse, parce qu'il est très précieux, encore une fois, d'illustrer les parcours. C'est aussi un problème d'organisation. On regrette qu'il n'y ait pas plus de dispositifs pour accompagner mieux sur l'alternance, au-delà de dire un chiffre d'alternance, mais de l'organiser de façon plus globale, de façon plus pragmatique, de façon plus pratique et en lien direct avec les entreprises, dont je rappelle que pour la plupart d'entre elles, 99,9%, elles n'ont pas de DRH. Donc il faut les accompagner de façon beaucoup plus proactive que cela. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Alain Fontaine, président de l'association des maîtres restaurateurs et propriétaires du bistrot-restaurant Le Mesturet à Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sonia Bichet de la maison Vanham, et bravo pour ce que vous faites. Je rappelle que vous êtes décorée du titre de meilleure ouvrier de France et championne du monde des écaillés 2020, et ça c'est assez énorme. Merci beaucoup David Campagne, directeur de l'éducation nationale, pas encore, de l'école nationale C'était top secret. supérieur des métiers de la viande. Je vous ai outé, je suis désolée, mais bon, c'est le prochain gouvernement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et merci Alexandre Bott de la boucherie Médium Rare à Paris, merci d'avoir été avec nous. Et Jérôme Laverny, merci beaucoup. Et merci à Christophe Havy qui est avec nous toujours en direct, notre ami viticulteur. À la Plume dans le Tarn-et-Garonne, où il fait d'un excellent vin, le Buzen. On se retrouve demain à 17h si ça vous va. Oui, ça me va. Écoutez, on se retrouve à 17h. Merci à toute l'équipe des Vraies Voix. Merci l'équipe. Tout de suite, on va parler de votre argent, conseil de famille Stéphane Moller, et ensuite dans Loft Music, Yvan Cujous reçoit Kaz Hawkins et Nilio. Passez une belle soirée, on vous retrouve demain à 17h. Salut.